les succès ne commencent pas nécessairement par un penchant immodéré pour le droit chemin. Pour certains, ils débutent dans les mauvais quartiers et l'illégalité. On n'entre pas comme ça chez eux. Attention Tollard vous ouvre leurs portes d'une forme de réhabilitation parfois singulière. Attention Tollard, raconté par Hervé Meillon. Philippe Lacroix, l'ex-condamné à mort, est aujourd'hui devenu un citoyen respectable, illustrant la possibilité d'une réinsertion malgré un lourd passif judiciaire. Aujourd'hui devenu universitaire et professeur, il espère faire profiter ses jeunes élèves de son expérience. Ce que je pensais impossible à l'âge de 17-18 ans, je suis capable de le faire. Un chemin de vie dont je vais vous raconter les méandres. Nous allons nous replonger dans des faits divers sanglants, ceux de la bande à Amers. Philippe Lacroix faisait partie intégrante de cette bande. Emprisonné et condamné, il va vivre, à force de volonté, une réinsertion assez exceptionnelle. C'est l'avocat Denis Gouman, devenu juge au tribunal de première instance en section correctionnelle, qui débriefera l'histoire que vous allez entendre. Un récit fait en collaboration avec Claudio Bolzenello. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous et merci. Attention, Tollard. Philippe Lacroix est né en 1960 dans la banlieue de Bruxelles, à Uccle, et il a grandi à Woluwe-Saint-Lambert. Une adolescence qu'il parcourt en dents de scie, surtout lorsque ses parents se séparent. Sa mère, Emma, a des difficultés à faire front à celui qui est de plus en plus rebelle. Il est décidé qu'il sera envoyé chez son père dans le nord de l'Italie, à Bologne. Son père, Albert, le fait engager dans un garage. Le gamin n'y restera que quelques mois. En 1979, Lacroix écope de 5 mois de prison pour divers vols et recels, notamment de mobylettes. Il reprend ses activités illicites de plus belle et il n'hésite pas à monter, à la sortie de prison, une juteuse petite affaire clandestine de trafic d'argent sale bien entendu, provenant de riches Belges venant de l'étranger. Attention Tollard. En 1980, il rencontre dans un café un homme qui va défrayer la chronique, un certain Patrick. C'est son aîné de 8 ans. Patrick, élégant, friqué, en imposait. Il était issu d'une famille aisée et était en contact avec le milieu de la drogue. À partir de ce moment-là, Philippe Lacroix commence les braquages et les vols de voitures pour satisfaire son héros, Patrick. Si je vous dis que le beau Patrick, futur ennemi public numéro 1, se nomme Patrick Amers, que tout le monde surnomme le Grand Blond, et que les connaissances de Philippe Lacroix ont pour nom Basri Ajrami, Murat Kaplan, vous avez donc compris qu'il s'agit effectivement des membres du gang Amers, les meurtriers les plus célèbres de Belgique. En 1978-1978, Patrick Amers est une première fois arrêté dans le cadre d'une affaire de viol. Une fois sorti de prison, les événements s'enchaînent et en 1983, Amers fait son premier gros coup. C'est le jour de son anniversaire d'ailleurs. À l'aide de 3 complices, il prend 28 personnes en otage dans un centre de tri postal. Butin de l'opération, près de 9 millions de francs belges, c'est-à-dire aux alentours de 230 000 €. En liberté, Amers, entouré de sa bande, dont Philippe Lacroix, organise plusieurs braquages de fourgons à l'explosif. 7, exactement en 2 ans. Il rapporte au moins 85 millions de francs belges, c'est-à-dire plus de 2 millions d'euros. Attention, la méthode du gang Amers, c'est frapper avec des procédés sans concession, avec des explosifs. Et en 1985, un des vols de la bande à Verviers cause la mort de 2 postiers. La bande a dévalisé de nombreux bureaux de poste et transport de fonds de manière quasi militaire. Une femme d'ailleurs agent de sécurité d'un camion postal blindé cambriolé à Ancival est tuée. Thierry Mars, il est un ami d'enfance de Lacroix et il faisait partie aussi de la bande. Il a été retrouvé un jour mort dans des circonstances suspectes. Nous sommes le 21 mai 1986. Un médecin légiste a conclu à un suicide. Il existe plusieurs théories sur la mort de Smars.
Devenu trop bavard, certains soupçonnent Lacroix de cette mort, mais rien ne fut jamais prouvé. Et la bande continue. Et en juillet 1987, un transport de fonds Securitas est cambriolé à Lorbeek. Un agent de sécurité n'a pas survécu au vol, il a reçu une balle dans la tête et les auteurs sont repartis avec près de 5 millions de francs belges, c'est-à-dire 117 500 €. Les témoignages ont conduit les services de police du côté de Amers. Arrêté une nouvelle fois après ces événements, Amers réussit à s'évader. Hervé Meillon vous raconte l'histoire de Philippe Lacroix, le meurtrier devenu professeur. Attention, tôlard. En janvier 1988, Philippe Lacroix part pour le Paraguay. Il reviendra ensuite à Nice et se présente spontanément à la justice en avril, où là, il va purger 28 jours de prison et il sera libéré. Fin 1988, Freddy Heineken, oui l'homme de la bière, aurait fait l'objet d'une filature par la bande Amers qui envisageait de l'enlever. Le kidnapping n'a finalement pas eu lieu. La bande s'étant retrouvée une nouvelle cible. Lors d'une perquisition au domicile de Amers, une clé de voiture d'un transport de fonds Securitas a été retrouvée. Amers, son épouse Denise Tirac et Lacroix sont arrêtés. En prison, Philippe Lacroix se lie d'amitié avec Basni Bajrami. Ils sont libérés, sous condition, seulement après quelques semaines. Patrick Amers, quant à lui, reste prisonnier. Sous l'impulsion de Philippe Lacroix, selon les dires de Bajrami, c'est Lacroix et Tirac qui élaborèrent un plan pour libérer Amers. Nous sommes le 13 août 1987. Amers est transféré de la prison auxiliaire de Louvain au palais de justice de Bruxelles. À Louvain, le véhicule qui le transportait a été écrasé et abattu par Lacroix et Bajrami. Le conducteur et un officier de police d'État qui gardait Amers ont été grièvement blessés par une pluie de balles. Le conducteur d'ailleurs décédera des suites de ses blessures quelques années plus tard. Amers est libre. Après la fuite de Amers à l'étranger, Philippe Lacroix s'est réfugié du côté de Nice avec son épouse, Corinne Castier, dont il aura une fille. Mais le gang remet ça, commettant plusieurs vols à main armée. Et le 14 janvier 1989, il kidnappe l'ancien Premier ministre Paul Van der Meulen's dans son garage et le séquestre durant 1 mois dans une villa du Touquet en France. Qui m'a enlevé? Évidemment, si je le savais. Ils font croire à un enlèvement politique. Un enlèvement contre rançon. C'est Philippe Lacroix qui semblerait être chargé de la négociation. Le commanditaire de l'enlèvement aura versé 5 millions de francs belges, c'est-à-dire 125 000 € sur un compte en Amérique du Sud, selon les révélations de maître Étienne Deluven, avocat de Amers. On ne retrouvera, paraît-il, que 5 millions de francs belges. Le reste de la somme, selon certains, aurait été dépensé durant la cavale du gang. Il libère l'ex-premier ministre 1 mois après, sain et sauf, aux abords de la gare de Tournai. Attention, tôlard. Bien entendu, la bande s'enfuit. Arrêté à Rio de Janeiro, en mai 1989, avec sa compagne Denise Tirac, Patrick Amers est extradé vers la Belgique 1 an plus tard. Amers a alors évoqué devant les caméras de presse les noms de Philippe Lacroix, de Van Damme, de Bajrami, comme membres effectifs du gang. Philippe Lacroix est considéré dans les milieux judiciaires comme le cerveau du gang Amers. Lacroix et Van Damme sont pistés et ils s'enfuient à l'étranger. Et en 91, ils sont arrêtés en Colombie. Le 3 mai 1993, Lacroix, Bajrami et Kaplan Murat, surnommé le roi de l'évasion, s'évadent de la prison de Forêt. Amers ne fait pas partie de l'évasion. Un gardien et un directeur de prison ont été utilisés comme otages. Craignant que l'on tire sur leur véhicule, le directeur de la prison est couché
à travers le toit ouvrant de la voiture et il est allongé sur le pare-brise et a servi de bouclier humain lors de l'évasion. Après une longue cavale, la justice rattrape Philippe Lacroix et l'envoie pour un long séjour en tôle. Enfin, en théorie, puisque celui-ci s'évadera quelque temps après, pour quelques jours seulement, car 4 jours après son évasion, Philippe Lacroix est capturé de nouveau. Il faut se souvenir, mesdames, messieurs, que Patrick Amers mettra fin à ses jours en prison le 14 mai 1993 en se pendant à son radiateur en cellule. Ne voulant pas affronter la justice, diront certains, et d'autres remettent en question la version du suicide. Attention, tôlard. Qui est vraiment Philippe Lacroix, le gangster devenu enseignant? Une histoire racontée par Hervé Meillon. Après avoir affronté avec bravoure ses juges, le 20 janvier 1994, Philippe Lacroix est condamné à mort par la cour d'assises du Brabant, le jour même d'ailleurs des 15 ans de sa fille. Sans retenir la moindre circonstance atténuante, le jury a décidé peine de mort. Mais la peine de mort est plutôt symbolique, car il n'y a pas de peine capitale depuis 1950 en Belgique. Lors de son emprisonnement à Lantin, Lacroix reçoit la visite d'un psychiatre. Il s'appelle Philippe Van Morbeek. Et Lacroix confie à ce psychiatre qu'il n'a qu'une envie, celle toujours de s'évader. Le psychiatre lui dit « Monsieur, vous avez des capacités » et il lui propose de travailler dans un centre d'aide aux jeunes en difficulté. « Mais, réplique Lacroix, mais pour ça il faut des diplômes. Moi, je n'ai qu'un petit diplôme d'humanité. » Pour Lacroix, cependant, cette opportunité lui plaît, mais il ne s'en sent pas capable. L'école, vous le savez, pour lui, rime avec échec. Mais l'envie de s'en sortir, dans la tête de Lacroix, est bien là. Il se procure les cours afin de suivre sa scolarité via le jury central. Et en décembre 1995, c'est la première échéance. Les examens de 4e année secondaire, finalement, se sont super bien passés. Et c'est le déclic dans la tête de Philippe Lacroix. Pour lui, tout devenait possible. C'était une révolution en profondeur. Cet examen lui fait dépasser le fait qu'il se croyait incapable. Et l'année suivante, d'autres matières vont suivre. Biologie, histoire et géographie. Et toujours, mesdames, messieurs, avec le même succès. La 3e année, Philippe Lacroix est muté à la prison de Bruges. Ça le casse un peu. Il n'est pas en forme. Il change d'univers. Son espoir de reconstruction est brisé. Après 3 mois de prison flandrienne, il reçoit la visite de Jean Detienne. Jean Detienne est un éminent criminologue spécialiste de la matière pénitentiaire. Une semaine plus tard, grâce à Detienne, une sœur, professeure de chimie et de physique à la retraite, venait lui donner des cours 1 fois par semaine. Et 5 mois plus tard, Lacroix réussissait ses examens. Lacroix sent en lui toujours cette folle envie de continuer, mais plus à s'évader, si à s'évader par la culture, par la compréhension, par le savoir. Lacroix a envie d'apprendre. Attention, tôlard. Connaissant déjà l'espagnol et l'italien, il veut connaître l'anglais et le néerlandais. Après 1 an et demi de démarches administratives, car c'est long en prison, il débouche sur un nom, pas de prof en prison. Après cette déception, Lacroix aura de la chance. C'est un aumônier de l'UCL, il s'appelle Philippe Plandenne, qui lui envoie des livres et des cassettes audio. Et c'est ainsi qu'il a pu commencer une licence, oui, vous avez bien compris, une licence en philologie germanique à Louvain. En 2004, l'information divulguée par nos confrères du quotidien belge La Dernière Heure est confirmée. La commission des libérations conditionnelles s'est donc prononcée favorablement sur le sort de Lacroix. Et suite à cette libération,
suivra celle de Basri Bajrami. L'ex-truand d'ailleurs Bajrami, aujourd'hui vivrait comme un prince en Macédoine, c'est du moins ce que l'on apprend par un livre publié par sa fille Kelly. Philippe Lacroix aura finalement purgé 14 années de prison, sans compter celle où il s'était fait la belle. Une liberté sous condition lui est octroyée. Il est soumis à rendre des comptes durant 10 ans à la justice. La liberté recouvrée, Philippe Lacroix se consacre pleinement à poursuivre ses études et se spécialise en particulier dans les langues germaniques. Son objectif est d'enseigner cette matière dans le milieu universitaire et surtout de parler de sa réinsertion par les études. Philippe Lacroix se plonge durant ces 10 années dans la littérature anglo-saxonne dans son petit appartement de Molenbeek. Il rédige son mémoire de fin d'études universitaires, son thème, l'histoire d'un truand qui a décidé de s'en sortir. Il veut que son expérience serve aussi aux jeunes qui sont prêts à plonger. Il dira « La prison n'est pas faite pour la reconstruction, mais pour punir. Toutes les personnes qui appartiennent au monde judiciaire parlent de réinsertion, mais elles sont toutes conscientes que le système est faussé, car trop peu de choses sont faites par l'administration pénitentiaire. Ce qu'il faut, rajoute Lacroix, qui conclura ce récit, c'est améliorer la prévention chez les jeunes. Philippe Lacroix, libre depuis près de 20 ans, enseigne le néerlandais et l'anglais aux adultes. Lacroix, la soixantaine passée, était autrefois l'un des gangsters les plus notoires de Belgique. Le 22 décembre 2004, alors que les portes de la prison de Tournai se referment derrière lui, une nouvelle vie commence pour l'ex-criminel, alors âgé de 44 ans. Aujourd'hui devenu universitaire et professeur, il espère faire profiter ses jeunes élèves de son expérience. Ce que je pensais impossible à l'âge de 17-18 ans, je suis capable de le faire. C'est l'avocat devenu juge Denis Gouman qui débriefe avec Hervé Meillon le parcours du malfaiteur meurtrier Philippe Lacroix, cet homme devenu professeur après avoir purgé sa peine. Attention, tolard. Nous allons débriefer notre histoire de Philippe Lacroix avec le juge Denis Gouman. Bonjour Denis. Bonjour Monsieur Meillon. Je devrais dire bonjour Monsieur le juge quand même. Oh écoutez, voilà, on est entre nous aujourd'hui. Au tribunal, ce sera plus formel. Je ferai attention. Donc vous êtes magistrat au parquet de Bruxelles, vous avez été 8 ans avocat. Oui, et maintenant juge au tribunal de première instance. Donc on est vraiment dans un parcours un peu éclectique. Alors vous avez écouté l'histoire, quelle a été votre première réaction ? D'abord, c'est quand même assez hallucinant de se replonger 30 ans plus tôt. Donc on redécouvre un peu ces histoires qui sont un peu de notre époque, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entend pas spécialement, on n'entend plus parler vraiment de braquage de fourgons, de braquage. C'est le grand banditisme des années 80. C'est ça, et donc c'est vrai que ça rappelle certains souvenirs qui sont évidemment tragiques. C'est quelque chose qui aurait pu vous donner envie de devenir avocat à ces grandes affaires. Je suis intéressé au monde judiciaire, certainement par l'actualité, vous avez sans doute raison de le dire, également par ce qu'on voyait à la télévision, des séries de l'époque, ça a toujours un peu fasciné le grand public. Donc le grand banditisme, c'était une époque des années 80, on a les brigades rouges qui sont en Italie. Oui, c'est vrai. On a l'Allemagne avec Action Directe. Exact. Et la France aussi, effectivement. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ces bandits à l'époque étaient des bandits d'honneur ? C'est une bonne question parce que ce sont deux termes qui pourraient côte à côte être considérés comme antinomiques, en tout cas ne pas aller fort bien ensemble. La différence, je pense, dans la perception du public, c'est un peu le dérivé, les successeurs des tontons flingueurs. C'est ce microcosme où on se tapait dans la main, où on y allait, on faisait un coup, etc. Une vue extérieure pourrait dire que c'est des bons bandits, des bons brigands à l'ancienne. Maintenant, quand même, chaque fois on parle de personnes, des convoyeurs qui sont tués. Ça, c'est quand même une réalité. Et donc, moi, je suis un peu dubitatif quand certains témoins de l'époque parlent des bandits d'honneur, parce que ce serait quand même aussi faire une insulte aux familles et aux familles des victimes, de dire que finalement ces gens avaient de l'honneur. Enfin, ils sont quand même tués pour de l'argent, soyons clairs. Monsieur le juge, pour revenir à l'affaire de Philippe Lacroix, donc Philippe Lacroix, c'est la bande Amers. Exact. Cette bande Amers a défrayé la chronique et a fait trembler un petit peu la Belgique, il faut bien le dire. Et Philippe Lacroix s'en sort relativement bien, alors que
on pourrait sous-entendre, je ne sais pas si vous connaissez bien l'affaire, qu'il était un petit peu au-dessus de Patrick Amers, quelque part. Oui, certains le disent. Vous avez il y a plusieurs thèses, mais vous savez, dans toute cette mouvance-là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une organisation qui est assez soudée. Maintenant, déterminer qui est le chef, ça c'est peut-être aussi en fonction de la personnalité de chacun. Ils ont quand même chacun été condamnés à des lourdes peines, ce qui montre qu'ils avaient chacun une implication. Pour Philippe Lacroix, qui est le héros de l'histoire que j'ai racontée, c'est quand même happy end pour lui quand même. Le présent est bien pour lui maintenant. Mais ça montre tout de même que malgré les pires crimes qui sont commis, vous l'avez repris, même des évasions rocambolesques, on met un gardien de prison sur le capot d'une voiture vous imaginez la vie psychologique encore de cette personne qui a été comme ça en proie potentiellement à des tirs d'armes à feu. Donc je veux dire, c'est quand même des choses les plus terribles. Et puis on s'aperçoit qu'il y a un déclic. Et je pense que vous l'expliquez bien, c'est peut-être finalement moi ce qui me peu la bascule. Il se dit tiens, il est possible pour moi de réussir un examen. Et là, il se dit peut-être finalement on m'a toujours peut-être considéré comme quelqu'un qui ne pourrait pas y arriver. Peut-être la sensation de dire mais moi aussi finalement je peux faire quelque chose de ma vie. Et là, il y a cette bascule où j'ai l'impression qu'il se range, entre guillemets. C'est encore une forme d'adrénaline, ça. Et donc se dire peut-être qu'il recherche désormais cette adrénaline dans le fait de réussir ses études qui lui permettent finalement d'aboutir à un vrai métier, entre guillemets. Et ça, c'est quand même au niveau de la réinsertion. Non, mais un type comme Lacroix, il peut récidiver, pas? On se dit quand même que plus de 20 ans plus tard, si il n'y a rien qui est à mettre à son discrédit, j'ai envie de dire, et il n'y a rien qui l'incrimine aujourd'hui, ça montre peut-être quand même que là, dans la durée, il y a une vraie réussite. Maintenant, je pense qu'il faut quand même toujours être vigilant. Quand on a une addiction, quand on a cherché ça, qu'on a pendant très longtemps vécu via un certain mode de vie, il faut être très très attentif pour pas reprendre un petit grain de sel dans l'engrenage peut très vite, et c'est ça le danger dans ce microcosme criminel. Et donc ça, c'est le vrai défi, et j'espère, et tout le monde, je pense toute la société, espère justement que ça puisse aboutir positivement. Dans le cas de Lacroix, il est prof, il s'en vante pas, mais il se cache pas de son histoire. Oui, mais pourquoi pas montrer, je pense que ça c'est un message qui doit être véhiculé pour les jeunes, surtout pour les jeunes qui sont en difficulté actuellement, qui sont en prison, qui ont connu de la récidive et qui se disent bon, maintenant est-ce que je suis pas condamné toute ma vie? Et le regard des autres à ce moment-là, de ses élèves. Alors là, peut-être est-ce qu'il n'y a pas une admiration à partir de ce moment-là? Admiratif, je pense que c'est un terme trop fort. Je pense qu'on peut saluer, on peut vraiment se dire, et voilà, il y a quelque chose qui a pu fonctionner, mais je pense que c'est un déclic personnel. Si la volonté y est, s'il y a évidemment sans doute un entourage qui a été le sien, eh bien il y a moyen d'aboutir à un résultat positif. Ça, c'est quand même un message important. Attention, taulards. Hervé Meillon et le juge Denis Gouman s'entretiennent sur la réinsertion de Philippe Lacroix, celui qui, avec la bande Amers, a occupé la une des journaux en Belgique. Qui m'a enlevé? Il y a l'affaire VDB là au milieu. On ne connaîtra jamais la vérité. Vous, en tant que juge, vous ne la connaissez pas. J'ai suivi l'affaire. Puis vous connaissez des avocats qui ont participé à cette opération. Oui. Alors évidemment, c'est toujours un peu un mythe. C'est vrai que et ça a défrayé la chronique et on a même fait des disques. À l'époque, il y a eu des pastiches comme ça de sa conférence de presse. Qui m'a enlevé. Je vous donne une information que je ne donne pas dans l'histoire. Oui. La famille Van den Brunans a touché des droits d'auteur. Ah ben voilà, des droits d'auteur sur la chanson en question. Oui, donc l'argent est quand même au milieu de l'argent est quand même au milieu de tout ça. Alors on dit à un certain moment que c'est VDB qui aurait provoqué. Ça, alors ça, j'ai entendu aussi, c'est que, vous savez, ces genres d'affaires, c'est la porte ouverte à tous les fantasmes, à toutes les spéculations. Il y a parfois encore des zones d'ombre. Alors la question est de savoir, c'est que si les protagonistes qui l'ont bien connu, mais ça aussi, il faut parfois se méfier des déclarations 30 ans plus tard de personnes, parce que peut-être que c'est à la lecture, ils veulent se donner le beau rôle, ou ils veulent en tout cas ou incriminer d'autres. Donc il faut toujours être vigilant. Je pense qu'il y a la meilleure. Il y a eu un procès. Mais il y a un procès quand même avorté à un certain moment par la mort d'Amers. Alors, est-ce que Amers se suicide ou est-ce qu'on l'a suicidé? Ça, c'est aussi un des fantasmes, c'est de se dire, est-ce que oui ou non, il s'est suicidé, ou est-ce que c'est autre chose? C'est à partir du moment où vous avez, à chaque suicide en prison, vous avez quand même un médecin légiste, qui est requis sur place,
une descente du parquet. Monsieur le juge, pardonnez-moi, dans l'histoire, on apprend que les matons rentrent que très tard dans la cellule de Hamers. Il y a encore une autre possibilité, c'est que on lui a permis de se suicider. Est-ce qu'il y a une différence entre se suicider, se faire tuer, et le fait que certains ont fermé les yeux? Je n'en sais rien, personne n'était sur place. Moi, évidemment, encore une fois, je pense que pour éviter tout tomber dans le complotisme ou les fantasmes, oui. Je pense que tant que la version officielle n'est pas contredite par des éléments, je pense qu'il faut s'en tenir à ça. Est-ce que ça pourrait être contredit encore des années après comme ça? Il faudrait vraiment qu'il y ait ce qu'on appelle un élément nouveau. Pourquoi pas? Mais voilà, je pense aujourd'hui, on est quand même bien longtemps plus tard. C'est un procès de la démesure. Il y a plus de 130 000 pièces qui sont versées au dossier. Il y a 238 pages d'actes d'accusation. Il faudra 2 jours pour en faire la lecture. Oui. Ah oui, ça, ce sont des procès hors normes, hein. Moi, quand j'ai entendu le compte rendu que vous en faites, ça m'a replongé 30 ans plus tôt, parce que c'est vrai qu'avec l'actualité, je me souviens encore vaguement des titres d'actualité lorsque on a enlevé Paul van den Buynen, c'est quand on l'a retrouvé aussi, hein. Donc ça, et puis les visages. Il y a une phrase de Nietzsche qui dit, oui, c'est juste pour remonter un peu. Oui, là, mais ça, j'entendais pas moins de vous. Croire à la morale, c'est condamner la vie. Qu'est-ce que vous en pensez, peut-être? Croire à la morale, c'est condamner la vie. Non, parce que ça sous-entendrait que la vie et la morale sont incompatibles. Et moi, je ne pense pas. En réalité, tout le monde n'est pas vertueux à 100%, mais même chacun pour soi. On a tous peut avoir certains écarts. La question, c'est jusqu'où on va. Et d'ailleurs, la justice, c'est là pour recadrer les personnes qui peuvent avoir des écarts dangereux pour la société et pour les autres. Attention, Tollard. Nous parlons avec Denis Gouman, qui est juge. Qu'est-ce qu'il a, Lacroix, maintenant, dans sa tête? Est-ce qu'il a du remords quand il enseigne? Est-ce que le passé prendrait le dessus sur le présent ou pas? Ah, il faut être dans sa tête, ce serait intéressant de lui demander. Mais vous avez tout à fait raison. J'ai fait une demande à un journaliste qui s'appelle Daniel Noquin, qui le connaît très très bien. Voilà le numéro de Maillon, appelle-le. Et me rappeler. Je pense qu'à un moment, si cette personne est maintenant justement rangée de tout cela, qu'il est passé à autre chose, c'est peut-être d'une part un peu... Est-ce qu'on veut passer à autre chose, maître, quand on a tué des gens quand même? Vous savez, dans sa tête, il peut peut-être être hanté par cela et peut-être encore bien avoir encremé des cauchemars par rapport à ce qu'il a pu faire. Si il a effectivement payé sa dette, il a vous savez, il y a différentes choses pour se réinsérer. Ça veut dire quoi, payer sa dette? Payer sa dette, c'est plusieurs choses. C'est une bonne question. Il y a les peines au niveau évidemment de prison qu'il a dû prester, mais il y a aussi tous les intérêts au niveau civil, les dommages et intérêts aux victimes. Avant d'être libéré, il y a toute la procédure de la libération conditionnelle. Il faut développer des plans d'appurement pour pouvoir indemniser les victimes qui ont évidemment le droit à réparation. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle payer sa dette, et c'est parfois bien plus large encore, et ça dure encore bien plus longtemps qu'une peine de prison. On dit que l'affaire Lacroix, c'était vraiment une histoire d'amitié avec Hamers. Est-ce que c'est une complicité d'amitié? Vous savez, le parcours, généralement, chez ces jeunes, on se retrouvait à 12, 13, 14 ans, dans parfois le même institut, parfois dans le même orphelinat pour certains. Parfois, c'est en prison. Soyons clairs, ça arrive que malheureusement, des amitiés naissent en prison, mais des amitiés qui se tirent chacune vers le bas et qui fait que finalement, on se retrouve dans des coups à la sortie. C'est bien ça le problème, un des problèmes de la prison, c'est que ça peut forger la récidive. Les combats contre la criminalité seront éternels. Est-ce que le monde carcéral permet la réinsertion ou pas? À mon sens, actuellement, les moyens du monde carcéral n'étant que très faiblement pris en compte, non. À mon sens, le seul rôle actuel de la prison est celui de mettre à l'écart et donc protéger la société pendant un laps de temps déterminé une personne qu'un juge a estimée dangereuse. Merci, monsieur le juge Gouman. Merci d'avoir été là et d'avoir répondu tout de suite présent quand je vous ai appelé. Avec plaisir. Sympa. Merci beaucoup. Je suis content de vous connaître. Et puis, c'est vrai qu'on parlait d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître, ces années 80, mais maintenant, il y a d'autres affaires judiciaires qui sont bien pénibles aussi avec la drogue dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Merci, monsieur le juge. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très prochainement pour une prochaine mission d'Attention Tollard.